Bienvenue sur Que des solutions, le podcast où deux filles, Claudine et Marilyn, partagent des outils, des expériences, des astuces, bref, des solutions pour optimiser et simplifier la gestion de projets et d'événements. Et par événement, on s'entend là. C'est pas seulement des festivals, des marathons, des gros congrès. Un événement, ça peut être une rencontre virtuelle, une conférence de presse, un souper d'employés, un lancement de produits. Un événement, c'est quelque chose qui est à ton agenda puis qui inclut plus que toi. Bon épisode. Hey, salut! Cette semaine, je te partage l'audio d'un panel de discussion auquel j'ai participé, donc dans le cadre d'un webinaire organisé par Destination Sherbrooke, donc Sherbrooke au cœur de la relance de vos événements, et c'était un webinaire sur le défi des événements hybrides. Fait que tu vas nous entendre, on a eu bien du plaisir, puis on a couvert pas mal de terrain, fait que je pense que tu vas trouver ça bien intéressant. Bonne écoute! Je présente mes deux panélistes qui sont assis à mes côtés. Tout d'abord, il y a Daniel Collin, qui est le fondateur et le PDG d'Audiovisuel Collin depuis 1997. Il est spécialisé dans l'organisation technique des événements. Il gère le nouveau studio où on est actuellement, donc qui se nomme le Point Numérique, qui est à l'intérieur de l'hôtel Delta, Centre des Congrès. Et évidemment, il s'occupe de la technique pour notre événement d'aujourd'hui. Donc, vous comprenez bien pourquoi ce segment-là a été enregistré hier, puisque quand nous sommes en direct, il doit être dans la régie. Bonjour, Daniel. Bonjour, merci pour l'invitation. Bien, ça me fait plaisir. Je sais qu'habituellement, toi, tu es derrière les caméras, tu n'aimes pas venir sous la lumière, mais merci de venir partager ton expérience avec nous aujourd'hui. Merci. Avec nous aussi, nous avons Claudine Roussel, dynamique femme d'affaires et directrice du Festival des harmonies et orchestres symphoniques du Québec. Elle dirige quedessolutions.com, une agence événementielle par laquelle elle collabore avec de nombreux événements régionaux, caritatifs, corporatifs. Alors, bonjour Claudine. Bonjour Catherine Lune, bonjour Daniel. Bonjour Claudine. Je suis contente de discuter avec vous parce que vous avez eu la chance tous les deux de faire des événements hybrides. Vous savez, on est un peu au balbutiement des événements hybrides. Là, je vous dirais qu'on en fait depuis quelques mois. Peut-être d'abord nous les décrire, ce que vous avez fait exactement, puis après ça, on pourra voir comment ça s'est passé, c'est quoi les avantages, les enjeux là, quand on fait des événements hybrides. J'y vais. Vas-y, Daniel. Bien, dans le fond, on a eu la chance au tout début, malgré la malchance de la COVID pour tout ce qui est de l'industrie, lors de la scène du corporatif et tout ça, d'avoir de bons clients. Qui ont bien voulu nous faire confiance. Et nous, ben, de ce côté-là, on a saisi l'opportunité qui était présente pour se renouveler puis apprendre un métier qu'on connaissait, mais qui a pris une allure toute différente avec la COVID, avec une panoplie de défis qui s'amenaient à nous. Alors, il faut dire qu'avant, vous faisiez du présentiel, là, vous étiez vraiment expérimenté pour ça. Tout à fait. Donc là, on faisait un petit peu de web diffusion avant, mais c'était tout différent de ce qui est aujourd'hui. Et puis, tout s'est développé vraiment très rapidement. On a dû apprendre une panoplie d'autres technologies, de logiciels et de tout. Alors, comme je disais, on a eu la chance d'avoir de bons clients qui, dans le fond, qui nous ont suivis là-dedans, dont quelqu'un qu'on va entendre tout à l'heure, qui est Julie Tremblay au Salésien, avec différents événements, le bal salé ou les portes ouvertes qu'ils ne pouvaient plus faire, donc pouvoir donner les informations aux parents et tout ça. Donc, on a eu la chance de faire ça avec eux. Ça a été vraiment très bien de faire tout ça. On a eu par la suite à l'été la Fête du Lac des Nations qu'on a eu la chance de faire aussi, qui était vraiment super, qui était quelque chose de différent. On en a vu quand même plusieurs spectacles qui se sont faits comme ça. Ça permettait quand même à ces organisations-là de rester vivants puis de pouvoir quand même rejoindre leur clientèle. Et puis, on a eu aussi la chance de faire de très gros événements avec l'entreprise BRP, qui est un client de chez nous depuis quand même plus de 20 ans. Qui est Bombardier Produits Récréatifs. Tout à fait, donc c'est ça. Les skidoo, etc. Et voilà. Ouais. Et voilà. Et puis, ben, eux avaient le très grand défi de rejoindre un peu tout le monde au niveau de la Terre, partout dans le monde. Planétaire, je cherchais le mot. Dans le fond, c'est qu'ils sont habitués à faire des clubs qui sont quelque part dans des endroits exotiques normalement. Ils invitent tous les dealers, ils font les présentations de leurs nouveaux produits et c'est là, dans le fond, qu'ils font tout leur vente pour la prochaine année. Donc, à ce moment-là, ils ne pouvaient plus faire ce genre d'événement-là. Et puis, on a installé un studio permanent avec eux au centre de foire à Sherbrooke. Et puis, on a pu faire le lancement de tous ces produits-là avec des experts qui ne pouvaient pas se rendre, qui étaient, entre autres, en Finlande. Et puis, on a réussi à tout faire ça. Fait que c'était quand même un bon défi technique.
Je comprends. Claudine, de ton côté? De mon côté aussi, on a dû développer notre dextérité numérique dans la dernière année. Donc, oui, des conférences de presse virtuelles. Comme le disait Daniel aussi, le Festival des Harmonies, il y avait de la web diffusion. Dans le temps, on diffusait en SD, là longtemps. Oui. Donc, on avait un peu, on savait un peu d'où on partait, oui. Mais vraiment là, d'amener ça à un autre niveau, une guignolée des médias qui a été entièrement virtuelle. Mais le Festival des Harmonies, ce qu'on a choisi de faire, c'est vraiment de revenir avec un festival hybride. Donc, celui de 2020 avait complètement été annulé. On était vraiment à quelques semaines du confinement, du début du confinement. Oui, parce que c'est en juin, là. Ben, c'est ça, c'est mai. Oui, exactement. C'est mai. Et puis, c'est ça. Puis, on avait un festival qui était prévu pour être en présentiel. Donc, on n'avait pas la possibilité de se revirer en 6 semaines, mais en un an, là, ça avait un peu plus de bon sens. Puis, ce qu'on a fait, c'est qu'en voyant que dans les écoles, le Festival des Harmonies, c'est une compétition musicale amateur. Donc, en voyant que la musique avait repris dans les écoles, en voyant que les jeunes avaient besoin de cette motivation-là, d'avoir ce but-là, bien, on s'est dit, oui, OK, ça vaut la peine de proposer quelque chose. On devait d'abord se poser la question, comme Daniel le disait, pour certains festivals, tout ça, il y avait la nécessité de vouloir rester vivant, mais aussi de servir la clientèle. Et vraiment, on a essayé, on a testé, on s'est amusé dans le processus, puis on est vraiment fiers. Votre événement hybride. On est vraiment fiers de ce qu'on a fait avec des ateliers, avec des spectacles sur scène, avec des compétitions qui étaient entièrement virtuelles, des juges qui jugeaient donc les prestations des jeunes en présentiel, en live, mais c'était redistribué. Donc, oui, on a vraiment... Il y a autant, je pense, de sortes d'hybrides qu'il y a d'événements hybrides. Ça, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, Daniel, mais c'est tout le spectre entre le présentiel et le 100% virtuel. On peut vraiment s'adapter, puis on a essayé, puis on est bien fiers de ce qui s'est passé. Bien, justement, le spectre est tellement large. Il y a des gens qui nous regardent là, au bureau, à la maison, qui veulent organiser un événement. Peut-être qu'ils ont touché un peu au virtuel là, depuis justement 18 mois, mais là, ils se posent la question, est-ce que je vais en présentiel? Est-ce que je vais en virtuel? Est-ce que je vais en hybride? Quels sont les conseils que vous pourriez leur donner? Je me permettrais le premier conseil, le grand conseil que je donnerais, moi, c'est de se poser la question pour qui on le fait et à quoi ça va servir, vraiment, à cette personne-là. Donc, d'aller se poser la question, quelle est la transformation que je veux que mon participant vive à travers cet événement-là? Et on le sait, là, il y a tellement de réunions qui pourraient n'être qu'un simple courriel. Ou conversation téléphonique. Moi, je dis le téléphone est le grand disparu de cette pandémie. Oui. Exactement. Donc, est-ce qu'on a vraiment besoin d'aller jusque-là? Est-ce qu'on a besoin de pousser puis d'aller créer un événement hybride ou est-ce que, justement, ça ne peut pas être une capsule ou une rencontre entièrement en présentiel? Peut-être que c'est un peu plus tard. Donc, de partir du participant. Pas de nous comme organisation, moi comme organisateur, qu'est-ce que ça me tente de faire? Ou quel est le budget, quel est mon subventionnaire, là, qu'est-ce que lui veut que je fasse? Le participant, qu'est-ce qu'il va aller chercher? Qu'est-ce qu'il a besoin de vivre comme transformation? Qu'est-ce qu'il va gagner? Oui. Dans le fond, je peux voir 2 exemples aussi de clientèle avec qui je travaille. Je parlais de Julie tout à l'heure, mais c'est un peu la même chose. Cette année, l'année passée, les portes ouvertes étaient que virtuelles. Cette année, on vient de les faire et c'était hybride, dans le sens qu'il y avait des gens dans la salle, mais je crois que c'est là pour rester parce que, par exemple, il y a peut-être des gens qui vont déménager dans la région puis ils veulent voir quelles sont les écoles qui sont accessibles, mais peut-être que de partir de Montréal, descendre, venir à une soirée d'information plutôt que de se brancher chez eux, bien ça fait que des genres de choses comme ça vont rester. Mais je prendrais aussi l'autre exemple que j'ai parlé de BRP pour nommer encore celle-là, mais ils me l'ont mentionné, ça va rester aussi parce qu'ils vont faire l'événement, mais ce qu'ils ont vécu cette année, c'est que normalement, les dealers se rendent sur place, sont 2, 3, 4 personnes de l'entreprise. Cette année, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont installé des projections dans leur commerce et ils ont fait participer l'équipe au complet. Donc, l'hybride va être là aussi. Ça veut dire que l'événement va peut-être retourner à l'extérieur, mais l'hybride va être encore là pour qu'ils puissent faire participer les employés aussi.
On dit souvent que l'erreur qu'on faisait, je pense, en virtuel, puis je me demande si c'est la même chose qu'on fait en hybride, c'est qu'on essayait de faire un copier-coller de ce qu'on faisait en présentiel. C'est-à-dire qu'on en avait un congrès, puis là, on faisait exactement la même chose. Et avec des fois des résultats plus ou moins fâcheux, parce qu'évidemment, quand on est télédiffusé, on s'adresse à une caméra, donc c'est une autre réalité. Est-ce que c'est la même chose en hybride? Est-ce qu'on doit complètement repenser? Et d'autant plus, parce que là, on a 2 modes de communication différents. Bien, en matière d'événements tout court, je pense que le copier-coller, c'est une des pires erreurs comme organisateur qu'on peut faire. Puis, tu parlais de que des solutions. On a un podcast, puis j'invite les gens à aller écouter notre épisode 14, qui est le retour sur l'événement hybride suite au festival. Oui. Et la première grande leçon, on a retenu 3 leçons, mais la première grande leçon, c'est la fin de l'ère du copier-coller. Tu sais, on le sait, là, on le voit, là, que ce soit du caritatif, notre 27e tournoi de golf, notre 22e souper de la Fondation, ça devient dangereux d'utiliser le copier-coller et de se dire, ben, on a une sauce, on a une bonne recette, on va simplement refaire la même chose. Ça se faisait et c'était pas toujours pertinent avant la COVID, mais maintenant, là, la clientèle, les besoins ont changé, la façon de consommer les événements aussi a changé et on peut pas se permettre de simplement recycler nos idées et surtout pas de prendre quelque chose qui était en présentiel puis d'essayer d'en faire un « OK, on va mettre quelques caméras puis on va pousser ça comme ça ». Il y a vraiment, et ça revient aux participants. C'est vraiment systématiquement ça. Et moi, la question que je me pose surtout en hybride, c'est pourquoi les gens se déplaceraient? Ça, c'est la grande question, parce que si on est pour être dans une salle, par exemple, j'en ai animé un la semaine dernière, c'est un forum international, c'était 3 jours, on a eu à peu près 15 % des gens qui sont venus en présentiel. Donc, les gens préféraient en virtuel. Puis là, c'était un super forum intéressant, mais je me dis, des fois, les gens se disent, écoute, je vais-tu aller vraiment m'asseoir 3 jours dans une salle, quand, dans le fond, je peux rester à la maison, regarder, prendre les portions qui m'intéressent, comment on fait pour les attirer, les ramener vers nous, puis qu'ils se sentent à l'aise aussi, parce qu'évidemment, tout le monde a un peu disons, comment je pourrais dire ça, une façon d'être vis-à-vis les règles sanitaires, la COVID, ça fait longtemps, on est dans des bulles, etc. Donc, comment on pourra faire pour ramener les gens dans les salles, ramener les gens dans les congrès? Ben moi, je pense que présentement, ce qui se passe, c'est justement cette transition-là. Là. Les normes changent. On a une clientèle qui prévoit des événements, mais qu'on est déjà en train de savoir de quelle façon on va le faire. Est-ce qu'on peut le faire? On est à 450, on peut 250, de quelle façon? Fait que tant qu'on n'a pas la réouverture de tout ça, je pense qu'on va falloir attendre ce moment-là. Et ensuite de ça, on va pouvoir dire, ben OK, là, on réajuste le tout. Mais je pense que les gens vont quand même avoir besoin de se voir, de tout ce qui est du réseautage. On s'entend, tu sais, que virtuellement, c'est pas du tout la même chose. Fait que je pense que ça va être là quand même pour demeurer. Là. Je vois que le temps file rapidement. Le coût, parce que ça, vraiment, surtout particulièrement d'un point de vue technique, là, les gens se disent, bien là, je suis en hybride, là, ça veut dire, si on y va en hybride, là, ça veut dire qu'à la fois, j'ai les coûts d'une salle, à la fois les coûts de la technique. Veux-tu nous en parler exactement? À quoi ça ressemble, là, grosso modo, qu'on sache, là? Oui, bien dans le fond, c'est sûr que, tu sais, je dis tout le temps avec ma clientèle, c'est une des choses qui, dans la pandémie, on a parlé rapidement parce que, naturellement, tout le monde ne savait pas trop ce que ça pouvait représenter comme coût. Mais dans le fond, tu sais, il y a une certaine clientèle avec qui on travaillait déjà, qui avait déjà une installation de caméra et tout ça. Donc, ça peut être quand même assez simple si on le diffuse juste sur une plateforme et qu'il n'y a pas trop d'interaction. Donc, il y a tellement, tu sais, Claudine le disait tout à l'heure, il y a tellement de façons de faire les événements qu'il faut s'asseoir avec les gens. Fait que ça soit de 3 000 à 10, 20, puis 40, tu sais, tout va dépendre de l'infrastructure alentour. Et puis, naturellement, on a fait des événements pendant la pandémie où on a dû concevoir une plateforme avec tout ce qui était du réseautage là-dedans, donc tous les liens, des vidéos préenregistrées. Donc, c'est des choses qui vont rester aussi, ça encore. Fait que le coût va vraiment dépendre de chacun des événements. Puis, naturellement, on peut l'ajuster dans le sens qu'à un moment donné, on rentre dans un cadre budgétaire, mais c'est sûr qu'il faut le voir, il y a un ajout à ce qu'on faisait déjà, parce que quand même, les défis techniques par rapport à tout ça. Là.
toi qui en as fait un événement hybride, est-ce que c'est vrai que c'est plus cher? Est-ce que tu as des trucs à nous donner pour savoir comment on peut le financer? Bien, en fait, il y a des choses qui s'éliminent s'il y a certaines portions présentielles qui ne sont pas là. Fait que, tout d'abord, de venir regarder vraiment dans le budget, on s'entend que recevoir 6 000 personnes ou recevoir 300 personnes, bien ça va avoir un impact différent. Et il y a aussi toute la monétisation, je pense, au-delà de la dépense, c'est aussi quelle entrée d'argent peut venir. Nous, ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'entre autres, les institutions d'enseignement qui n'avaient pas l'habitude de venir faire de la publicité dans le cadre de notre événement, de venir tenir un kiosque, là, ils avaient de la vidéo, ils avaient de la nouvelle publicité et ils voulaient la présenter à ces étudiants-là. Et donc, on est allé chercher des commanditaires qu'on n'avait pas normalement. Donc, ça, oui, d'aller regarder les dépenses, mais d'aller regarder aussi les opportunités de revenus qui viennent à ça. Et tu disais tantôt, Daniel, je suis en train de perdre mon idée. Il y a tellement, puis comme tu le disais, en fait, il y a tellement de choses à dire et en si peu de temps. Oui. Mais je pense que oui, c'est ça. Donc, on a fait, nous autres, une courte pointe. On s'entend qu'on se disait qu'on n'avait pas le budget, qu'on avait très peu de budget. Donc, on a pris une petite ludification d'un côté. On est allé chercher une plateforme d'un autre côté. On a fait nos propres animation de panel. Donc, on s'est vraiment fait une courte pointe d'un paquet de petites choses au lieu d'aller vers une firme spécialisée. Ce que l'on a économisé en argent, on l'a dépensé en temps. Et c'est ce qu'il faut prendre. Il faut tenir compte de ça. Si on n'engage pas des gens à l'externe, c'est les gens de l'interne. Donc, vous le payez finalement en temps de travail. C'est là. Très rapidement, tu voulais nous parler du design thinking. Oui, bien, dans le fond, j'en ai parlé tantôt. Quand on pense aux participants, le design thinking, c'est une façon d'innover, justement. C'est une façon de repenser. Donc, ça peut nous permettre de repenser nos événements. On le voit, le processus d'optimisation. Donc, de commencer par l'empathie. Puis, en fait, c'est ça, de mettre l'humain au cœur de la démarche. Si on est en train de réinventer notre événement, tout d'abord de penser à nos parties prenantes. Oui, l'équipe, oui, les gens qui le financent, les gens qui sont sur les conseils d'administration, les membres, mais les participants. Et de repartir de ça, et je nous amènerai à l'avant-dernière, le test. Donc, de se permettre, on se le disait avant d'entrer sur scène, Daniel, de se permettre de faire un B-, même un C. Parce qu'il y a tellement de A+, qui restent dans nos ordinateurs. Il y a beaucoup de nouveautés aussi, là. Mais c'est ça. Donc, de se permettre d'essayer. Il y a un principe dans le design thinking qui est le fail fast. Donc, échouer rapidement. La plus belle façon d'apprendre, c'est de se permettre d'essayer quelque chose, quitte à ce que ce soit pas formidable. Quitte à ce que si une organisation nous regarde, peut-être qu'au lieu de commencer avec un gros congrès, peut-être de faire un petit événement d'abord, tu sais, une petite rencontre, quoi que ce soit en hybride, pour après ça le pratiquer, pour après ça être capable de passer éventuellement. Puis même en allant là-dessus, c'est de créer cette rencontre-là pour que ce soit un pré-congrès pour aller prendre le pouls des participants. Donc, pour aller demander qu'est-ce que vous voudriez, qu'est-ce que vous avez aimé de la COVID, parce qu'il y en a des beaux côtés. On s'entend qu'en fait, on est en mesure de sortir des belles leçons de ça. Donc, de créer ça et de se donner des opportunités d'essayer, d'échouer, et après ça, de faire des itérations, puis de revenir avec quelque chose de mieux. Je vous dirais aussi peut-être même du côté de l'animation, ça vient changer quelque chose, le mode hybride, et ça me faisait vraiment sourire parce que, comme je vous disais la semaine dernière dans mon forum, je me sentais comme un humoriste qui était sur scène, qui devait avoir une interaction avec son public, les faire rire, amener la chaleur, puis en même temps, je me sentais lectrice de nouvelles parce que je regardais quand même une caméra puis je donnais de l'information. Puis là, tu sais, évidemment, je vais prêcher pour ma paroisse, mais évidemment, quand vous avez un événement qui est important, d'envergure, c'est toujours mieux d'engager un animateur professionnel, mais là, je me disais, en hybride, d'autant plus. Bien, on en parlait justement. Les deux affaires. C'est vraiment très important parce qu'on l'a vécu aussi. Puis il y a toute la relation avec tout ce qui est des participants qui sont à l'extérieur, qui ont des questionnements, tout ça. Fait qu'il faut être à l'aise de se promener entre les gens qui sont à l'extérieur et les gens qui sont présents, parce qu'on va commencer à faire de plus en plus d'hybrides. Fait que la maîtrise et une bonne animation, c'est très bien, oui. Bon, ben, merci beaucoup à vous deux. Merci. Écoutez, je voulais vous dire aussi qu'on en a parlé un peu des plateformes. Des fois, le choix est vraiment difficile à faire.
Alors, Destination Sherbrooke a été vraiment chanceux. Nous avons Bridge for Event et Authentique Événements qui nous ont accepté de nous partager des documents qu'ils ont faits qui sont vraiment très bien faits. Entre autres, vous allez pouvoir comparer les différentes fonctionnalités des plateformes. Il y a même des documents très utiles que vous allez pouvoir télécharger comme le guide des 100 questions à poser pour démarrer un événement virtuel. Il y a aussi un guide pratique pour réussir sa vidéoconférence. Donc, tous ces liens-là, ces documents-là vous seront envoyés dans les prochains jours. Merci beaucoup à vous deux. Merci. Merci. Un petit mot de la fin peut-être. J'aimerais juste remercier tous les techniciens et leur souhaiter bonne chance pour leur retour. C'est un moment difficile pour eux et je voulais prendre un petit moment pour les remercier grandement. Et puis, on a bien hâte de tous vous revoir. Merci. Ah, c'était une belle façon de conclure. On avait tellement de choses à dire. Là, vous l'avez vu à la fin là, de l'entrevue, je parlais tellement vite parce que je voulais qu'on réussisse à tous dire ce qu'on voulait, ce qu'on avait préparé. Mais enfin, nous revoilà avec Claudine qui est revenue nous voir donc en studio si jamais on avait des questions. Et effectivement, on a reçu une question de Lucien Junior Bergeron. Là, quelles sont les différences de prix au niveau de l'organisation pour un même congrès présentiel, hybride, virtuel? Hybride semble 2 fois plus d'ouvrages. Alors, je sais que vous avez posé votre question, M. Bergeron, un peu au début de la vidéo. Là, on vous a donné la réponse plus vers la fin de la vidéo. J'espère que ça vous a aidé. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire qu'on m'a dit que l'espace chat où vous avez proposé d'envoyer vos questions a été désactivé. Donc, vraiment, vous y allez avec l'onglet Q&A, donc Question and Answer. Donc, merci de poser vos questions de ce côté-là. Et là, on va prendre peut-être juste une dernière minute ensemble, Claudine, puisque tu es revenue nous voir. On n'a pas parlé de c'est quoi les erreurs à éviter quand on fait un événement hybride. Bien, je dirais l'erreur monumentale à ne pas faire, oui. c'est de mettre tout ça comme organisateur, oui. de mettre tout ça sur nos épaules, de ne pas savoir s'entourer. Daniel était avec nous, Daniel est derrière la caméra aujourd'hui, mais une équipe de professionnels ou encore moins l'équipe à l'interne, de s'assurer d'aller s'entourer, d'être appuyé. Et avec des gens qui font ça tous les jours. Donc, ils savent là, comment ça se passe, justement, les normes qui changent au fur et à mesure, ils vont pouvoir vous tenir au courant. Exactement. Puis de planifier donc de la journée ou le moment où le congrès se passe, où l'activité se passe, comme organisateur, comme équipe, de ne pas avoir quelque chose à faire, oui. De planifier pour être disponible. Puis toi qui en as fait, est-ce qu'il y a d'autres erreurs que tu as vues? Bien, c'était très drôle parce que pendant notre forum, vous savez, quand on était en événement virtuel, on donnait des pauses de 5 minutes parce qu'on avait tellement de contenu, puis on se disait, bien, de toute façon, si les gens à la maison ont besoin de prendre un appel ou d'aller au petit coin, ils vont le faire de toute façon, ils sont chez eux. Et là, quand on a fait l'événement en hybride, la première journée, la première pause, on avait donné 5 minutes, on était encore dans nos réflexes de mode hybride. Ça a pris 30 minutes avant que les gens rentrent dans la salle. Ben oui, ça faisait 2 ans qu'ils ne s'étaient pas vus. Donc là, ils se parlaient ensemble, puis il n'y avait pas moyen de les ramener, puis c'est tout à fait vrai. On faisait un événement hybride pour que les gens réseautent, pour que les gens viennent nous voir. Donc, on a bien ri, puis là, je me suis dit, même moi, je ne l'ai même pas vu dans le déroulement, tu sais, comme tout le monde était vraiment encore dans son mode virtuel. Alors, reste avec nous. On a justement un moment de sondage. On veut avoir votre opinion encore une fois. Donc, la question va apparaître à l'écran dans quelques instants. Est-ce que votre prochain événement sera en présentiel, en virtuel ou en hybride? Justement, avec là, on vient de vous en parler des 3 différents modes. Peut-être que ça vous a donné une meilleure vision. Donc, A, en présentiel, B, en virtuel, C, hybride ou D, je ne sais pas. Donc, on vous laisse à ce moment-là répondre. Ah, donc là, on est présentiel, hybride, là, reste encore pas mal... en haut, en tête de peloton, donc présentiel à 39 %. Ça, je pense qu'il y a beaucoup d'hôteliers qui vont être contents de savoir qu'ils vont avoir du monde dans leurs hôtels. Et hybride quand même, évidemment, je pense qu'on reste quand même un peu prudent. Très rapidement, on a une dernière question. Je veux qu'on prenne le temps d'y répondre. Donc, Carole Miéville qui dit « Comment ajuster le coût des inscriptions entre un congrès en présentiel et un congrès en mode hybride? » C'est la question. En fait, c'est la même question que quand on change de localisation, quand on change d'hôtel ou quand on change de structure. Donc, la structure de coût, c'est vraiment de revenir à la base et on n'a pas besoin de faire des calculs bien différents de ce qu'on fait habituellement. Comment on a fait pour se rendre à notre 600 $ d'inscription ou notre 300 $? Refaisons exactement ça en tenant compte de nos nouveaux coûts. Mais il n'y a pas de nouvelle science, là. Donc, c'est vraiment, on revient à la base, on ressort le crayon, la calculatrice. Bon, malheureusement. Merci beaucoup, Claudine. Merci, Catherine.
C'était un autre épisode de Que des solutions, le podcast où on te partage des expériences, des trucs, des astuces, bref, des solutions pour optimiser et simplifier la gestion de projets et d'événements. Suis-nous sur les médias sociaux, sur Facebook, Que des solutions, la vraie page, sur notre site web quedessolutions.com ou encore sur Instagram, #solutions au pluriel, bien sûr. À la semaine prochaine pour un autre épisode. D'ici là, continue de briller, puis oublie pas, il n'y en a pas de problème, il y a juste des solutions.